Merci Aladé. Alors, vous m'entendez correctement? Oui, on te reçoit. Ça marche. Donc, pour la présentation, je suis Juste Bokoro. Je suis développeur full stack et je fais principalement du JavaScript. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du local first, principalement dit quels sont ses avantages et comment est-ce que ça nous permet d'avoir une bonne expérience utilisateur, comment est-ce que ça peut nous permettre de gagner du temps dans la mise en place de notre application. Et qui dit gagner du temps veut aussi dire faire des économies. Et nous allons également parler de ces inconvénients. Et à la fin, je vais faire quelques partages d'outils qui permettent de mettre en place une telle architecture. Donc, le titre de la présentation est intitulé Build an app smartly with local first. En gros, ça veut dire concevoir des applications plus intelligemment avec du local first. Intelligemment parce que il y a pas mal d'avantages dedans et si vous tirez ces avantages de votre côté, c'est le côté, bien, c'est ce que je mets dans l'intelligence ici. Donc, on va y aller. J'espère que vous voyez mon écran. Oui, Ça marche. Top. Donc, voilà, ça c'est qui je suis, juste encore développeur full stack JS. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais bien que vous vous prêtiez à ce petit exercice. Imaginez que vous êtes un bon lecteur, que vous aimez lire et que récemment vous êtes tombé sur une application qui vous permet de commencer la lecture d'un bouquin, d'un livre sur votre téléphone, de retrouver ce même document-là sur votre ordinateur, de le retrouver également sur votre tablette et d'avoir une synchronisation de votre progression de lecture. Donc, si vous venez sur votre téléphone, vous vous retrouvez dans le même document, exactement à l'endroit où vous étiez arrêté quand vous étiez sur votre tablette. Donc, vous avez une bonne synchronisation derrière. Donc, vous avez pu le deviner, cette application a une synchronisation derrière. Donc, c'est tellement basé sur les clouds, quelque chose comme ça. Mais il y a quand même un petit truc dans l'application qui vous énerve ou qui n'est pas, qui vous fait perdre du temps des fois. C'est que l'application, quand vous l'ouvrez, à chaque fois, elle vous montre des chargements, en fait, des loaders qui chargent. Et à chaque fois, vous êtes obligé d'attendre que le loader finisse son chargement avant de voir ce que vous voulez voir. Et voilà, donc il y a ce petit inconvénient avec l'application, mais l'avantage qu'elle vous donne ne vous dissuade pas de son utilisation. Et vous continuez de l'utiliser. Maintenant, et là, moi, je vous dis qu'en réalité, les choses peuvent être bien meilleures si le concepteur de l'application avait adopté une architecture local first. Donc, comme je le disais au début, nous allons voir comment est-ce que le local first permet de pallier ce type de problème. Et ce problème, c'est un des problèmes courants des applications web basées sur le cloud aujourd'hui, qui est qu'elles dépendent fortement de la connexion Internet. Donc, s'il n'y a pas de connexion Internet, c'est que les applications sont inutilisables ou presque inutilisables. Donc, voilà. Maintenant, passons au local first. Découvrons ce que c'est, quels sont ses avantages, quand est-ce qu'il faut absolument l'utiliser et quels sont les outils qu'on a à notre disposition. Donc, c'est quoi le local first? Le local first, c'est une architecture de conception qui veut que dans une application, la donnée soit près de l'application. Donc,
pour faire simple, que la donnée soit dans l'application ou sur le device de l'utilisateur. Donc, tout ce qui est affiché par l'application est récupéré dans la donnée ou la base de données qu'il y a dans l'application, et tout ce que produit l'application est stocké dans la base de données qu'il y a dans l'application et qui est sur le téléphone de l'utilisateur. Et en plus de cela, il faut que l'application puisse fonctionner offline, ce qui est évident parce que la base de données elle est locale, et qu'il y ait aussi une bonne synchronisation derrière. Donc, pour résumer, il faut que la donnée soit sauvegardée localement. Il faut que l'application puisse fonctionner sans connexion Internet. Il faut qu'il y ait une bonne synchronisation de la base de données aussi. Et il y a aussi la résolution des conflits qui est un aspect très important du local first. Donc voilà ce que c'est que le local first. Et ou peut-être repasser des sujets du corps. Le local first, c'est une architecture qui veut que la base de données de l'application soit sur le device de l'utilisateur, que tout ce qui est affiché soit récupéré de cette base de données, et que tout ce que l'UI produit, l'interface utilisateur produit, soit sauvegardé dans cette base de données locale. Donc ça, c'est le local first. Maintenant, quand est-ce qu'il faut absolument adopter une architecture locale first? Vous devez absolument adopter une architecture locale first lorsque pour votre application, vous voulez une réactivité rapide. Quand on dit rapide réactivité, c'est que quand l'utilisateur appuie sur quelque chose, qu'on lui répond immédiatement. Donc, s'il veut charger quelque chose, quand il appuie, on lui affiche rapidement sa liste. Quand il veut sauvegarder quelque chose, il appuie sur le bouton, on veut que ça soit sauvegardé immédiatement. Il faut aussi se tourner vers une architecture locale first quand on veut que l'application puisse fonctionner sans connexion Internet. S'il n'y a pas Internet, l'utilisateur pourra toujours utiliser l'app comme si de rien n'était. Donc, dans ces cas-là, il faut se tourner vers une architecture local first. Le dernier point qu'il faut aussi mentionner, c'est que si vous voulez que vos utilisateurs aient une confidentialité sur la donnée, donc que la donnée soit vraiment confidentielle, vous pouvez adopter une architecture local first, justement parce qu'elle permet de garder la DB en local, donc sur le device de l'utilisateur, et peut-être de ne pas le mettre publiquement, ou bien non pas publiquement, mais de ne pas le mettre sur un serveur distant. Parce qu'il y a un adage qui dit que le cloud n'existe pas, que c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. En anglais, ça se dit there is no cloud, it is someone else's computer. Donc, si la donnée est sauvegardée sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, c'est que ce n'est plus votre donnée. Donc, voilà. Maintenant, par expérience, je vous donne un exemple d'application pour lequel il faut forcément adopter une architecture local first. Prenons, moi récemment, j'ai commencé par bosser sur une petite appli, c'est pour m'entraîner un peu, une appli qui va me permettre aux utilisateurs de tracer leurs dépenses, donc de suivre leurs dépenses et voilà. Donc, c'est le genre d'appli que l'utilisateur aura besoin d'utiliser n'importe quand. Donc, il peut être à la cuisine, il veut enregistrer. Il doit pouvoir enregistrer une dépense. Il peut être en train d'acheter au bord de la voie et vouloir enregistrer une dépense. Il peut être n'importe où. Et l'idée d'enregistrer une dépense peut lui venir. Donc, ça veut dire que pour ce type d'application, il faut que, quelle que soit la circonstance, il faut que l'utilisateur puisse l'utiliser. Donc, pour ce type d'application, par exemple, il faut adopter une local first. Donc, pour mon application, si elle est dépendante d'Internet,
l'utilisateur ne pourra pas l'utiliser correctement parce que voilà, il doit pouvoir enregistrer des dépenses, quel que soit là où il est. Et si ça dépend d'Internet, c'est pas cool. Un autre exemple d'application, ce sont les applications de notes. Quand vous voulez prendre une note, vous devez pouvoir le faire quel que soit où vous êtes, que vous ayez la connexion Internet ou pas. Donc, pour ce type d'application, il faut forcément adopter une architecture locale, sinon vous n'aurez pas une bonne expérience utilisateur. Donc, ça, c'est un peu une idée qu'on peut donner sur comment ou bien quand forcément adopter une architecture locale first. Nous avons vu ce que c'est que le local first, quand est-ce qu'il faut forcément adopter une telle architecture. Maintenant, faisons une petite comparaison de l'architecture cloud, l'architecture des applications web cloud-centriques et l'architecture des applications local first. Ce que moi j'ai car beaucoup de gens, je pense, ont développé ces dernières années, c'est des applications cloud-centriques, c'est-à-dire qui sont basées sur le cloud, qui dépendent fortement d'Internet. Dans ce type d'application, le flow de la donnée, donc la lecture et l'écriture, comment est-ce que ça se passe? Ici, on a l'interface utilisateur. Et tout ce que affiche l'interface utilisateur lui est fourni par l'API. Et tout ce que l'API fournit à l'interface utilisateur, il le récupère de la base de données. Ça veut dire quoi? Si l'interface utilisateur veut afficher une donnée, il faut qu'elle quitte la DB qui se trouve ici, que ça passe par l'API pour finir dans l'interface utilisateur. Je ne sais pas si vous voyez déjà le long chemin. Et si l'interface utilisateur produit une donnée, il faut qu'elle traverse l'API afin d'être sauvegardée dans la DB. Et dans ces interactions dépendent tous d'Internet. Donc ici, entre l'API et la DB, il y a Internet. Entre l'interface utilisateur et l'API, il y a Internet. Et si jamais il n'y a pas Internet, c'est que ces trois modules-là ne peuvent plus communiquer. Donc ça, c'est de façon rudimentaire l'architecture des applications web qu'on a aujourd'hui, qu'on peut qualifier de cloud-centrique. Maintenant, dans une application locale first, les choses sont un peu différentes. C'est ce qu'on a sur la droite ici. Ça paraît peut-être un peu compliqué, mais ces avantages sont énormes. Donc, dans une architecture locale first, on a le client qui devient un peu plus robuste. En tout cas, il a plus de modules. En plus de l'interface utilisateur, il a ce qu'on appelle la primary DB, en fait, la base de données primaire. Et enfin, il y a un module de synchronisation. Je vais revenir sur le module de synchronisation. Alors, c'est quoi la base de données primaire? La base de données primaire, c'est la base, c'est la source de vérité. C'est la source de vérité et donc tout ce que l'interface utilisateur affiche est récupéré dans cette base de données primaire-là, qui, je rappelle, se trouve dans l'application cliente. Donc, si c'est une application mobile, c'est que c'est dans l'application mobile. Si c'est une application web, c'est que c'est dans le navigateur. Donc, tout ce que l'interface utilisateur affiche est récupéré de cette base de données et tout ce que l'interface utilisateur produit est sauvegardé dans cette base de données. Donc, ça veut dire quoi? Que l'interface utilisateur n'a pas besoin d'Internet pour pouvoir communiquer avec sa base de données, car les deux sont ensemble et ne dépendent pas d'Internet. Maintenant, passons au troisième module qui est le module de synchronisation. Totalement à gauche, ici, totalement à droite plutôt, vous allez remarquer qu'il y a SDB qui veut dire Secondary Database, la base de données secondaire. Donc,
Cette base de données secondaire n'est qu'une sauvegarde ou ne peut être vue comme une sauvegarde de la base de données primaire. Et le module de synchronisation qui se trouve ici permet juste de synchroniser la base de données primaire et la base de données secondaire. Et tout ça par l'intermédiaire de l'API. Donc, en gros, de façon rudimentaire, l'API ne sert qu'à synchroniser les deux bases de données. Donc, voilà pour la petite comparaison entre l'architecture web cloud des applications web centriques et l'architecture local first. Alors, on continue et alors là, il y a quelques thèmes qui peuvent prêter à confusion. Et donc, ici, on va essayer de voir les distinctions. Premier thème, les local apps. Ce sont les applications locales. Maintenant, c'est quoi la différence entre une application locale et une application local first? Les applications locales, ce sont des applications qui n'ont pas de synchronisation de base de données. Donc, si je reviens à l'architecture qu'il y a juste ici, une application locale, c'est le module client là, mais uniquement avec l'interface utilisateur et la base de données primaire. Donc, il n'y a pas de module de synchronisation. Maintenant, quand on dit local first, c'est qu'il y a le module de synchronisation qui synchronise la base de données primaire et la base de données secondaire. Maintenant, c'est quoi le online first? Alors, on dit qu'une application est online first lorsqu'elle est capable d'identifier quand il n'y a pas de connexion Internet et qu'elle sait comment gérer ces cas pour pouvoir continuer, pour permettre à l'utilisateur de continuer son utilisation. Donc, en quoi est-ce que c'est différent d'une application local first? Une application local first ne connaît pas Internet. Pour lui, tout ce qu'elle a à faire, c'est contacter sa base de données locale. Ça, c'est le local first. Il contacte sa base de données locale, qui fait tout ce qu'il a à faire. Le offline first, pour repasser dessus, c'est que lui, il sait qu'il doit d'abord contacter l'API. Et si ça ne passe pas parce qu'il n'y a pas Internet, c'est en ce moment qu'il se débrouille pour continuer à fonctionner. Passons au troisième test et au troisième thème qui est le offline capable. En fait, qui veut dire, alors on dit le offline capable, c'est pour dire que un outil ou bien une technologie permet de mettre en place une architecture ou bien de mettre en place une application offline first. Donc, le offline capable, c'est utilisé pour qualifier une technologie, si vous voulez, mais pas une application. Par exemple, on dira que Firebase est offline capable parce que ça vous permet de mettre en place une application offline. Donc, le offline capable, c'est utilisé pour qualifier une technologie, un outil, mais le offline first, c'est utilisé pour qualifier l'architecture d'une application. Bien, maintenant, on a fait pas mal de littérature sur le sujet de offline first. Maintenant, parlons de ses avantages. Premier avantage des applications local first, c'est qu'il vous permet d'avoir une meilleure expérience utilisateur. Parce que les interactions sont rapides quand tu veux afficher une liste, la base de données, elle est là, tu récupères, tu affiches. Quand l'utilisateur veut sauvegarder, top, chap, ça passe aussi parce que voilà, on ne contacte pas une API, donc ils ne sont pas affectés par l'absence de connexion Internet ou l'état de la connexion Internet. L'autre avantage aussi, c'est qu'elles sont offline. Elles peuvent fonctionner sans connexion Internet.
Il y a aussi le fait que ça permet aux utilisateurs d'être propriétaires de leurs données parce que la donnée est sauvegardée sur leur device. Donc, s'ils le veulent, ils peuvent le récupérer à tout moment. Donc, ça leur permet d'avoir le sentiment de posséder leurs propres données. Après, il y a aussi le fait que dans une application local first, la synchronisation de la base de données n'influe pas sur l'expérience utilisateur. En gros, quand l'utilisateur est en train d'utiliser l'app et qu'il y a une synchronisation derrière, ça ne l'empêche pas de continuer à utiliser son app. En certains cas, pour les autres types d'applications, ça peut devenir problématique. Et pour illustrer ces avantages sur l'expérience utilisateur, j'ai trouvé un petit partage, une petite vidéo de l'un des cofondeurs de Prisma. Quand je dis Prisma, je parle de l'outil de gestion des bases de données là. En fait, il est actuellement en train de travailler, je parle du fondeur, de Johan, bon, Johan, Johan bon bref, je ne vais pas gâter son nom. Donc, il bosse actuellement sur une application qui est Overtone. C'est une application qui vous permet de centraliser vos playlists. Et c'est une application qui est basée justement sur l'architecture local first. Je vous laisse admirer l'expérience utilisateur qu'il partage. Alors, je rejoue la vidéo, encore une fois. Alors, je vous explique ce qui se passe. Alors, là, je vous disais tout à l'heure que c'est une application qui permet de centraliser ses playlists. Et désolé. Ok, donc là, sur la gauche, il a la liste de ses playlists. Et sur la droite, quand il trouve une playlist donnée, les musiques ou les chansons qui sont dans cette playlist-là s'affichent sur la droite. Donc, remarquez à quelle vitesse les chansons s'affichent. C'est vraiment ouf. Et ça, c'est l'un des avantages que procure une application local first. Si vous êtes utilisateur de Spotify, mais vous n'avez pas cette expérience. Sur Spotify, qu'est-ce qui se passe quand tu cliques sur ta playlist? Sur la droite, tu as un loader, des skeletons qui restent là, et quand les datas sont chargées, tu vois maintenant tes chansons. Ça se répète à chaque fois quand tu cliques sur une autre playlist. Ici, vous pouvez remarquer, c'est instantané. C'est instantané. Donc ça, c'est possible grâce au local first. Un partage qui nous vient d'un des cofondeurs de Prisma. Passons maintenant à la deuxième catégorie des avantages, qui est la sauvegarde de votre temps. Donc, le local first vous permet également de sauvegarder votre temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous adoptez une architecture local first, vous finissez avec un back-end qui est très simplifié. Le back-end, comment est-ce qu'il est simplifié? Vous savez, quand vous avez une application local first, vous n'êtes pas obligé, ou dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de créer des threads au niveau de votre back-end. Je prends l'exemple de l'application dont je parlais un peu plus tôt. Je disais que j'ai développé une petite appli de suivi de dépenses.
À la base, j'avais créé des CRUD. Donc, il y avait un CRUD qui permettait de gérer les dépenses. Donc, il y a la création, la modification, la suppression et tout ce qui va avec. Il y avait aussi un CRUD qui permettait de gérer les catégories de dépenses. Donc, création, suppression, modification. Mais depuis que j'ai décidé de passer à une architecture locale first, j'avais plus besoin de ces endpoints au fait. Parce que avec cette architecture, tu ne fais pas les CRUD, tu fais de la synchronisation. Et la synchronisation, ça vient en bloc. Donc, dans une synchronisation, par exemple, il peut y avoir les modifs à appliquer aux dépenses et les modifs à appliquer aux catégories. Donc, pas besoin d'un CRUD. Souvent, de façon rudimentaire, on a besoin d'un seul endpoint pour faire la synchronisation. Et c'est tout. Donc, vu que vous n'avez plus besoin d'avoir de CRUD pour chaque quantité que vous avez, c'est que votre backend, il est simplifié. Et l'autre chose aussi que vous n'êtes pas obligé de gérer, ce sont les cachings. Vous voyez, dans les bases de données, dans les backends, souvent, des fois, il faut mettre en place des trucs comme Redis pour gérer des cachings, etc., etc. Souvent, vous n'en avez pas besoin quand vous adoptez une architecture locale first parce que votre API n'est pas contacté et toutes les secondes, vous faites. Il est contacté uniquement pour faire la synchronisation. Donc, le client a souvent tous les datas dont il a besoin. Et donc, faire un caching de votre côté, c'est souvent inutile. Donc, deuxième avantage, c'est que ça vous permet d'avoir une infrastructure cloud très simplifiée. Tout à l'heure, je disais que vous n'avez plus besoin de gérer des caches, des trucs comme ça. Donc, si vous n'avez pas besoin de gérer des caches, donc pas besoin des trucs comme Redis, etc., c'est que l'architecture de votre cloud aussi, il est simplifié parce qu'il y aura plus ces modules-là. Et étant donné aussi que votre application n'est pas sollicitée, non, je vais dire plutôt votre API n'est pas fréquemment sollicitée, c'est que vous avez besoin de moins de réplicas. Donc, côté base de données, vous aurez moins de besoin de réplicas. Et côté API aussi, vous aurez moins besoin de réplicas. Voilà. Maintenant, comment est-ce que ça vous fait sauvegarder aussi votre temps? C'est que il y a ce que les gens appellent le rapide prototyping, qui veut dire que, supposons que vous avez une idée, maintenant vous êtes arrivé à la conclusion qu'il vous faut un backend pour sauvegarder les data, etc., etc. Maintenant, si vous décidez de rester sur du local first, vous avez la possibilité de développer votre application sans le backend. Si je reviens sur l'architecture que je vous présentais tout à l'heure, je mettais ici que cette partie-là, elle est optionnelle, donc elle peut ne pas exister. Donc, si vous voulez avoir une application fonctionnelle rapidement, vous pouvez créer votre application cliente avec l'interface utilisateur et la base de données primaire pour avoir un POC, un Proof of Concept. Maintenant, lorsque vous aurez plus de temps, vous allez pouvoir ajouter ces autres modules-là. Donc, c'est ce qu'on essaye de mettre dans le rapide prototyping. Donc, pour résumer, comment est-ce que ça vous fait gagner du temps? C'est que vous avez moins de travail à faire sur votre back-end. Donc, moins de travail à faire, ça veut dire gain de temps. Votre architecture cloud, elle est simplifiée. Donc, vu qu'elle est simplifiée, vous avez moins de temps dessus et vous gagnez du temps. Et là, j'ai un petit témoignage d'un certain Alcel Ekioff. Alors, je ne suis pas sûr de bien prononcer son nom. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait que quand ils étaient sur l'architecture web, en fait, le cloud tel qu'on le connaît, qu'ils passaient 80% du temps à penser à l'architecture et au développement de leurs produits. 10% du temps à penser à la structure de la donnée et 10% du temps à penser à l'interface utilisateur. Maintenant, depuis qu'ils ont adopté l'architecture local first, que 90% du temps est consacré à l'interface utilisateur, 9%
à la structure de la donnée et 1% à l'architecture au déploiement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence qu'il y a là. Elle est nettement mieux. Et l'autre chose aussi qu'il faut noter, c'est que 100% du temps ici est moins que 100% du temps ici. Donc, d'abord, ça vous permet de réduire le temps de développement. Maintenant, la quantité de temps que vous consacrez aux différents aspects de votre produit, de votre projet, est aussi revue. Donc, vous passez plus de temps sur l'interface utilisateur maintenant que sur les autres aspects. Donc, ça, c'est le petit partage de AdSense et Kioff. Passons maintenant au troisième avantage, qui est que ça vous permet de faire du gain d'argent, des économies d'argent. Et voilà, si ça vous permet de gagner du temps, c'est que vous payez moins de personnes. Et si vous payez moins de personnes, c'est que vous faites plus d'économies. Et voilà, donc là, en fait, comme je le disais tout à l'heure, vous avez une architecture cloud qui est simplifiée. Vous avez besoin de moins de réplicas, de moins de... Votre API, elle est moins sollicitée, donc vous n'avez pas besoin de déployer beaucoup de réplicas de votre API, des trucs comme ça. Donc, si vous avez moins de réplicas, c'est que vous faites de l'économie d'argent. Et si vous avez une architecture cloud simplifiée, c'est que la maintenance côté DevOps, elle est aussi réduite. Donc, vous faites des économies. Et voilà. Et là aussi, j'ai un petit témoignage de Thomas Altman, qui est un co-founder, et CTO de Linear. Linear. Je ne sais pas si vous connaissez Linear, mais c'est un outil en ligne qui vous permet de gérer des projets. Vous pouvez le voir comme un alternatif à Trello, Jira, Notion, des trucs comme ça. Donc, c'est aussi un logiciel qui est basé sur l'architecture local first. Et le CTO disait qu'ils peuvent exécuter tout linéaire. En fait, que la charge dans l'espace européen peut tenir sur un serveur, sur un CPU sur deux CPU, ce qui leur coûterait finalement $80 le mois. Alors, je reprends. Toute la charge dans l'espace européen peut être supportée sur deux CPU, ce qui leur coûterait finalement $80 à la fin du mois. Et il précisait aussi qu'aujourd'hui, qu'ils ont en moyenne 10 000 utilisateurs connectés simultanément depuis leur data center européen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ouais. C'est vraiment ouf. Et ça, c'est basé sur l'architecture, ou c'est permis par l'architecture local first. Donc, ça, c'est un outil de collaboration linéaire. Donc, c'est un outil de collaboration. Donc, ce qui veut dire que quoi? Si vous êtes une équipe de 10 personnes et que vous utilisez linéaire, c'est que vous pouvez être tous en train de modifier le même document, linéaire le gère correctement. Et ça, c'est quand même basé sur de l'architecture local first. Donc, chacun d'entre vous, vous avez votre base de données en local et tout ce que vous faites est sauvegardé dans cette base de données-là. Mais il y a quand même une bonne synchronisation derrière qui vous permet de voir ce que l'autre fait et de ne pas écraser vos modifications. Donc, parlant de collaboration, il y a aussi un autre sujet qu'il faut forcément aborder quand on parle de local first, c'est ce qu'on appelle les CRDTs. Voilà. Donc, c'est quoi les CRDTs? Avant de parler des CRDTs, essayons d'expliquer le problème auquel ils essayent de résoudre. On a parlé de synchronisation de base de données. Ça veut dire quoi? La base de données peut être, si c'est un outil de collaboration, donc chacun des collaborateurs a sa base de données locale, fait ses modifs dessus. Mais arrivé à un moment donné, il faudra synchroniser, merger
tout ce que chacun a fait. Et pour ça, il ne faut pas demander à l'utilisateur de le faire manuellement. Donc, il faut avoir un outil derrière capable de faire la fusion de façon automatique, de façon sûre, sans perdre la data des utilisateurs. Et le CRDT, c'est un des outils, on peut dire, qui permet cela et qui est beaucoup utilisé dans une architecture locale first. Donc, c'est quoi les CRDT? CRDT, c'est Conflict Free Replicated Data Type, qui est une structure de données qui est conçue de sorte à résoudre automatiquement les conflits dans un système distribué où plusieurs utilisateurs peuvent être en train de modifier la même donnée de façon concurrentielle. Et voilà, donc c'est automatique, ce qui dit que ça ne demande pas l'interaction de l'utilisateur pour le faire. Et c'est un sujet tellement vaste que ça mérite un mythe à lui seul. Donc, on ne va pas aller dans les détails dans cette présentation, mais j'ai quand même réservé une petite comment je vais dire, un petit démo de comment ça fonctionne. Je ne sais pas si vous arrivez à lire la petite image qui est sur le côté là. Ouais, le zoom marche. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un exemple du fonctionnement bien du process ou bien de l'input et de l'output du CRTT. Là, en fait, on a le device 1, donc disons l'utilisateur numéro 1. Là, on a l'utilisateur numéro 2. Vous pouvez voir que ces deux-là sont partis de la même structure de données, ont effectué différentes actions. L'utilisateur 1 a fait un ajout, donc a ajouté cette data-là. L'utilisateur 2 a plutôt modifié la data existante. Donc, au niveau de l'utilisateur 1, ce que lui a ajouté une nouvelle data, il finit avec une liste de deux data, de deux to-do. L'utilisateur 2, lui a modifié la to-do existante, donc il finit avec un seul to-do, mais avec celui-ci ayant été modifié. Maintenant, lorsque la synchronisation va se faire, qu'est-ce qui va se passer? Les deux vont finir avec la même data qui prend en compte ce qu'ils ont fait et ce que l'autre a fait. Donc, vous allez voir ici, par exemple, l'utilisateur 1 a la mise à jour qu'a effectué l'utilisateur 2 et l'utilisateur 2 a l'ajout qu'a effectué l'utilisateur 1. Donc, en résumé, le CRDT, c'est vraiment le truc derrière la synchronisation dans les applications basées sur le local first. Et j'ai laissé un petit lien ici parce que, comme je disais, c'est un sujet un peu lourd. Donc, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, ils pourront aller sur ce lien-là et avoir plus d'informations. Alors, on arrive à la fin. Maintenant, parlons des outils disponibles. Il y en a aussi un nombre infini. Il y a Watermelon DB que j'ai eu la chance d'utiliser, qui n'est pas mal. Il y a RSTB, il y a DC, il y a Tinybase, il y a... Alors ça, ce sont les bases de données, mais ici, ce sont plutôt des outils de synchronisation. Donc, comme outil de synchronisation, on a Replicache, on a PowerSync et on a Automage. Alors, je vous passe dessus. Là, ce sont des bases de données réactives qui peuvent être installées dans vos applications local first. Et là, ce sont des outils de synchronisation. Donc, qui vont vous permettre de synchroniser la base de données locale de vos utilisateurs avec une base de données distincte qui peut être sur un serveur ou soit sur le téléphone d'un autre utilisateur. Et voilà. Là également, il y a une pléthore de listes d'outils.
Et j'ai laissé un petit lien ici qui vous détaille pas mal d'outils sur le sujet. Maintenant, parlons des inconvénients d'une telle architecture, du local first. Alors, comme premier inconvénient que j'ai noté, c'est que ça fait grossir votre application cliente. Parce que désormais, vous allez traiter quelques logiques, vous allez ajouter la DB, donc ça grossit un peu. C'est quand même un inconvénient, même si il y a plusieurs autres avantages qui pourraient faire en sorte que cet inconvénient-là ne soit pas de taille. Ensuite, il y a le fait que des fois, ben, la synchronisation peut être complexe à mettre en place. Ça dépend fortement de votre application. Et il y a aussi le fait que, vu que la base de données, elle est sur le device, l'appareil de l'utilisateur, c'est que ça dépend de la capacité de stockage de l'utilisateur. Donc, si l'utilisateur n'a plus assez d'espace, ça peut entraîner au dysfonctionnement de votre application. Et en dernière position, j'ai noté le fait que, vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont effectuées sur l'application client, c'est que ça consomme beaucoup plus de batterie que d'habitude, on va dire. Maintenant, dernier inconvénient que je n'ai pas mis, c'est que quand vous avez une application local first, ce que ça veut dire, c'est que l'utilisateur peut l'utiliser sans vous demander s'il peut l'utiliser en fait. En gros, ce que j'essaye de dire, c'est que vous avez moins de contrôle sur l'utilisateur. D'abord, les données sur sa machine, donc s'il se débrouille, il peut les récupérer et aller utiliser un autre outil pour faire ce qu'il a à faire. Et si vous décidez, vous aurez aussi un peu du mal à appliquer les pricing ou des trucs qui vont dans ce sens, au fait, tout simplement parce que vous avez moins de contrôle sur l'application. Donc, voilà pour les inconvénients. Et on est à la fin. Là, j'ai mis quelques ressources pour apprendre sur le sujet. Il y a une chaîne YouTube pour le local first. Il y a un podcast pour le local first. Et il y a plusieurs sites internet pour le local first. Bien, il est riche en ressources. Avouons-le. C'est la fin, les gars. C'est à la fin de la présentation et ben, j'espère que ça a été enrichissant pour vous. Et je pense qu'on va passer aux questions. Ok, merci, Juste. Vous pouvez poser des questions, hein. Lionel, oui, tu peux ouvrir ton micro. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour le père. Je vais accoucher personne dans le groupe là, hein, donc bonjour. Bon, d'accord. D'abord, félicitations pour la présentation. J'ai beaucoup aimé. Donc, non, c'était bien fait. Bon, maintenant, j'ai l'impression que tu as fait en fait la promotion du local first en fait, et que tu as passé sous silence certains challenges qui sont liés à la synchronisation des données. C'est-à-dire que le local first, c'est cool, hein. Tu es là, tu es en local sur ton ordinateur, tu travailles, tu n'as pas besoin de trop de connexion Internet. Mais la synchronisation des données, c'est vraiment un aspect qui est important dans ce domaine-là. Bon. Si tu as une application qui est mono-utilisateur et monopause, genre j'utilise ça toujours sur le même device, c'est assez simple à gérer. Mais dès que tu vas passer dans des systèmes multi-utilisateurs et multi-poses, supposons que je suis dans une équipe de dev, par exemple, donc j'ai mon PC et j'ai aussi ma machine, mon Android, c'est un peu comme Discord. Il y aura vraiment un gros boulot de synchro à faire là, en fait. Parce que c'est vraiment compliqué. Imagine que des applications comme Slack, où tu as les mêmes données qui doivent être disponibles sur plusieurs devices en même temps. La synchronisation est vraiment très difficile quand on fait euh,
du local first, en fait. Donc, il y a cet aspect-là que tu n'as pas assez développé, je crois. Donc, je crois que si quelqu'un veut vraiment se mettre au local first, il doit vraiment voir tous ces aspects-là. Ensuite, deuxième chose, un truc que j'aurais bien aimé, faire la fin, tu as cité des bibliothèques pour faire du local first, mais tu n'as pas vraiment détaillé leur usage, en fait. Donc, moi, j'aurais vraiment aimé que tu présentes leur usage, en fait. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Ok, merci, Monsieur Lionel. Oui, bon, en effet, la synchronisation peut être challengeant. Et de ce que j'ai appris même, le local first en réalité, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est c'est l'architecture qui était adoptée anciennement. Donc, les anciennes applications fonctionnaient comme ça. En fait, des applications qui existaient avant que le cloud ne soit popularisé fonctionnaient comme ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on est passé au cloud? C'était parce que, en ce moment-là, avoir un outil de synchronisation performant, c'était challengeant, ça n'existait presque pas. Donc, ce qui a fait que les gens sont restés uniquement sur les applications cloud-centriques. Et ce que les gens disent aujourd'hui, c'est que on a aujourd'hui la techno les technos qui nous permettent qui vont nous permettre de gérer la synchronisation de façon un peu plus fluide, avec du challenge réduit, bien sûr. Et si par exemple je parlais d'un repiquage, par exemple, ça permet de gérer la synchronisation. Donc, ça réduit le challenge auquel le développeur doit faire face. Parce que eux, voilà, ils ont développé un outil qui gère pas mal de choses derrière. Donc, ça te facilite un peu la vie. Et c'est ce que fait aussi PowerSync. Et évidemment, effectivement, le challenge, il est là, mais je pense qu'en utilisant ces outils, eh bien, le challenge sera toujours là, mais ça apporte déjà une petite avancée et ça peut déjà vous réduire un peu les maux de tête que vous pouvez avoir avec la synchronisation. Et second sujet, effectivement, enfin, je n'ai pas détaillé vraiment les outils, je ne suis pas allé dans les détails, mais en résumé, les DB ici, c'est les DB réactifs. Une des choses que je trouve intéressant avec eux, c'est que quand tu les utilises, quand une donnée est modifiée, ben, tu peux écouter les modifications d'une donnée, en fait. Tu peux écouter la modification d'une colonne, ce qui te permet de construire une application réactive très facilement. Par exemple, j'ai eu à utiliser Watermelon et j'étais choqué un peu de la réactivité, au fait, parce que tu crées une donnée, je prends l'exemple de ce que moi j'avais fait, je crée une catégorie et automatiquement, je vois la catégorie apparaître. Alors que derrière, je n'ai pas vraiment écouté quelque chose, en fait. J'ai juste exploité les outils qu'ils ont donnés et puis je finis avec une application super réactive qui se met à jour presque de lui-même et presque ces DB-là aussi fonctionnent comme ça. Donc, bon, c'est ce que je peux dire par rapport au sujet qu'a évoqué M. Lionel. Je pense qu'il y avait aussi une autre main qui était levée. Jonathan, tu peux ouvrir ton micro. Oui, oui, bonjour. Ouais, merci pour la présentation, c'était clean. Ma question, c'est de savoir en fait, est-ce qu'on peut parler de local first lorsque c'est juste une partie de la donnée qui est locale en fait, c'est-à-dire qu'on décide de, plutôt de gérer d'autres données qui concernent peut-être le pricing, les abonnements, l'authentification, etc. en fait. On décide de ne pas conserver ces données en local et de conserver juste une partie des données de l'application au niveau local, c'est-à-dire des données dont on s'en fout que l'utilisateur génère. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut parler de local first, c'est-à-dire que toute la donnée n'est pas locale en fait? Oui, je pense qu'on peut le dire, mais ça dépend des données qui ne sont pas locales. Si tout ce que l'utilisateur produit est sauvegardé sur sa machine, je pense qu'on peut dire qu'elle est local first.
Maintenant, évidemment, quand tu crées une application, des fois, tu as besoin que certaines données soient sauvegardées sur le serveur. Je prends l'exemple de l'authentification dont tu parlais, et même aussi les données sur les pricing. Ça, c'est des choses qu'il faut mettre sur le serveur. Et si tu ne stockes pas, si les données que génère l'utilisateur sont vraiment sur son device, je pense qu'on peut dire qu'elle est local first. En gros, parce que ce que dit le local first aussi, c'est que l'utilisateur doit être propriétaire de sa donnée. Donc, si c'est une donnée qui lui est propre et qu'on les sauvegarde tous sur son local, même s'il y a une autre base de données qui contient d'autres données, je pense qu'on peut dire que c'est local first. D'accord. Une deuxième question, toujours dans ce sens-là. En fait, il y a une plateforme de cours en ligne. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que les données générées par l'utilisateur sont en local. Mais ce que je remarque, c'est que quand vous changez de navigateur, par exemple, vous perdez la progression de ce que vous faites. Mais c'est jusqu'à des moments donnés, vous remarquez en fait qu'il y a certaines des données générées en local en fait qui sont conservées sur le serveur, mais pas la totalité en fait des données générées. C'est un peu comme si ça marche à la volée et ils décident par moment de synchroniser ce qu'ils veulent. Dans ce cas, est-ce qu'on est toujours dans la chie en fait? Je pense que non. Si j'ai bien compris, il y a certaines données de l'utilisateur qui ne sont pas sauvegardées localement et ne sont pas bien synchronisées. Effectivement. Mais je pense qu'on peut dire non. Je pense que dans ces cas, on peut dire non parce que peut-être que peut-être que si c'est pas synchro, peut-être qu'il y a un souci avec la synchronisation. C'est pourquoi on n'a pas pu remarquer la synchronisation. En fait, on n'a pas pu retrouver les données partout. Maintenant, si c'est qu'ils l'ont fait exprès, si c'est qu'ils n'ont pas synchronisé ces datas-là, on ne peut plus parler de local first. D'accord. Merci bien. Et j'ai aussi fait une petite remarque avec Notion. Notion, je parle de Notion, hein, la boîte française là. Sur l'application mobile, quand tu ouvres l'application sur ton téléphone et que tu n'as pas Internet, tu arrives à voir certaines données. Tu arrives par exemple à voir tes pages, la structure de tes pages, etc. Donc, ce qui te fait directement penser que ton application, bien Notion est local first. Mais ce que tu remarques quand tu continues ta navigation, c'est que tu n'as pas les données des pages elles-mêmes. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont stocké localement la structure pour que quand tu ouvres l'application, ça ne t'affiche pas un loader. Mais quand tu veux accéder au contenu des pages réellement, ça essaie de fetcher les datas depuis Internet. Donc, ce qui amène à faire la conclusion que Notion n'est pas local first. Parce que s'il était, ben, quelle que soit la page que tu prends, tu dois toujours avoir ta donnée, bien que tu n'aies pas Internet. Donc, si à un moment donné, ça fait appel à Internet, pour que tu puisses lire tes data, c'est que ce n'est pas local first. Petit partage. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? Ok, on a une question de Khaled. Allô, Caleb, tu peux ouvrir ton micro. Bonjour à tous. Merci pour ta présentation. Surtout que j'attendais un truc comme ça. J'avais fait des recherches aussi, hein. Je prévois faire une appli bientôt et je pense bien que Local First va jouer beaucoup dedans. Donc, j'ai une question rapidement. Est-ce que tu favoriserais le fait d'avoir une synchronisation active ou une synchronisation à des heures données? C'est-à-dire que je peux utiliser l'application normalement euh, en local first, mais il y aura la connexion. Mais ça va quand même enregistrer ça en local. Ou je n'ai pas du tout la connexion, je vais quand même utiliser. Et c'est seulement à des heures, par exemple, disons, les heures de déploiement comme les 0 heures, les 3 heures du matin.
ou ça va vouloir faire maintenant la synchronisation. Ou peut-être même que c'est quand la journée est terminée, parce que c'est là, en fait, je suis carrément en train d'expliquer mon cas. Hein. C'est quand la journée de service est terminée qu'ils ne doivent plus utiliser l'application, qu'ils vont vouloir maintenant faire la synchronisation. Comment est-ce que tu adapterais ça? C'est plus du business, hein, mais bon, comment est-ce que tu ferais en fait? Ok. Question super intéressante. Et ce que je dirais, je pense que ça dépendra de l'utilisation qui est faite de l'application. Si c'est une application multi-device, je pense qu'il faut faire la synchronisation dès que c'est possible. Donc, même si l'utilisateur supposons que l'utilisateur a une bonne connexion Internet, même si c'est fait, à chaque fois quand il y a changement dans la DB, on peut essayer de faire une synchronisation. Peut-être qu'on peut mettre un petit délai, peut-être dire, OK, il y a une modification, mais on le fait après 1 minute. Mais si c'est une application qui doit être multi-device, je pense qu'il faut faire la synchronisation tant que c'est possible, tant qu'on le peut. Maintenant, si la probabilité que l'utilisateur ait l'application sur plusieurs devices, elle est réduite, je pense que dans ce cas-là, on peut faire une synchronisation passive, comme tu le dis, et le faire à 1 heure donnée. Donc, peut-être à 0 heures, comme le fait des applications comme WhatsApp, peut-être à 2 heures comme WhatsApp, des trucs comme ça. Donc, je dirais que ça dépendra vraiment de l'utilisation qui est faite de l'application. Donc, si c'est une application qui doit rester multi-device et que la probabilité est forte qu'elle le soit, on fait la synchronisation tant qu'on le peut. Maintenant, si elle n'a pas besoin ou la probabilité qu'elle soit multi-device, elle est faible, alors là, on peut opter pour une synchronisation à 1 heure précise. Maintenant, tu as aussi mentionné la question de business que je n'ai pas bien compris. Je ne sais pas si tu peux expliquer comment est-ce que ça affecte le côté business. Ok, non, je lisais en fait où, par exemple, quand il dit business, dans mon cas principalement, en gros, c'est une application, comme tu dis, ça va être mono device, tu comprends? C'est les employés qui utilisent l'application pour scanner des QR codes, en fait, des clients. Maintenant, pourquoi est-ce que ça peut être mono device? C'est que le client est unique. Il vient, il ne peut pas être à 2 endroits à la fois. Tu comprends? Donc, quand on scanne sa donnée, qu'on doit faire du computation avec, on sait qu'il est là, on fait la competition directement et on enregistre. Donc, il n'y a pas le risque qu'il soit ailleurs, quelque part, et qu'il y ait eu du risk condition, comme on dit, où les données vont mismatch, en fait. Tu comprends? Donc, déjà, tu as répondu à cette question. Mais comme je disais pour le business, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, quand, par exemple, on fait des comptes et tout, ils peuvent vouloir maintenant, à la fin de la journée, synchroniser, en fait, pour que le gérant de la boîte ait toutes les transactions qui ont été faites. Là, savoir que, OK, telle personne a fait une titularisation à l'heure là, c'est-à-dire que, ouais, il a clôturé la journée. Tu comprends? Ce genre de Oui, oui, choses. je Donc, comprends. ça, il disait que la question avait un peu rapport au business et tout. Ok, je vois. Donc, si j'ai bien compris, dans ce cas-là, je pense que opter pour une synchronisation passive, ça répond parce qu'on ne veut pas que faites. Ok, ok, je comprends. Good, 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 good. Ouais, Lionel, Et tu peux ouvrir ton monsieur micro. Hein. Lionel, je veux parler. Ouais. Ah, monsieur Lionel. Ah, oups, désolé, je n'ai pas On ouvert vous le entend, micro. ouais? C'est bon maintenant? Ouais, on vous entend là. Oui, je voulais juste ajouter que en fait, le choix de la synchronisation à choisir, le choix de la synchro, ça dépend beaucoup de l'expérience que vous voulez offrir à vos utilisateurs. Donc, vous pouvez, vous pouvez très bien, selon les requirements de l'application, faire de la synchronisation passive peut-être 1, 2 heures. Mais en fonction de l'user experience, vous êtes obligé de faire de la synchronisation active, par exemple. Donc, il n'y a vraiment pas de solution miracle, en fait, pour le choix de la synchro à faire. C'est quand vous allez vraiment faire des tests avec les utilisateurs en live pour voir ce qui leur donne la meilleure expérience que vous allez faire un choix de synchro à faire, en fait.
Donc, c'était juste l'ajout que je voulais faire sur ce point. Oui, tout à fait, tout à fait. Cool. Et aussi maintenant, là, pour l'appli de Khaled, pour mon expérience personnelle, si c'est une application où ça implique de l'argent, c'est vraiment pas une bonne idée d'attendre la fin de la journée pour faire la synchro. Parce que, exemple bête, imagine que tu as plusieurs boutiques, tu as une dizaine de boutiques et il faut attendre la fin de la journée pour que le divers de l'employé fasse la synchro. On est au Bénin, hein. Imagine qu'il y a coupure de courant ou bien que le gars oublie de, de lancer la synchro, par exemple. Mais là, tu as des soucis. Le gérant ou des trucs qui ne sont pas vraiment cool. Donc, mon choix, faire de la synchro active le plus possible, en fait. Parce que dès qu'il y a une question d'argent, là, c'est vraiment sensible, en fait. Donc, dès qu'il y a de l'argent dedans, prioriser la synchronisation active. Donc, c'était Oui, juste c'est ça. vrai. Tu as mis le doigt sur sur un problème, un point réel. Mais je pense que ce n'est pas vraiment ça le problème le plus important. Parce que en disant ça, tu m'as mené à penser au fait, plutôt qu'il y ait coupure de courant, ce qui est, même s'il y a coupure de courant quand même, on dit c'est ton phone, hein. Tu as le phone, tu charges, tu mets la connexion, tu fais la synchro. Mais si le portable se perd à la fin de la journée, dans toutes les transactions que tu as à faire, euh, tu ne pourras plus enregistrer ça, quoi. Tu vois, c'est un risque très minime, mais qui existe quand même. Donc, c'est un peu ça. Bon, je pense que, ouais, on va étudier un peu plus quel type de synchronisation faire, même si la synchronisation active va demander aux gens d'avoir la connexion, mais même si ce n'est pas vraiment intéressant, tu vois. Euh, Monsieur Ok. Lionel a mis la main sur un point super intéressant. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Bon, il n'y a plus de questions. Je crois que nous sommes à la fin là. Ok, Lionel encore. Oui, je suis dans le corps, non? Pourquoi il ne parle pas? Et Arnaud aussi, là, il ne parle pas. C'est bizarre. Euh, il y a une femme claire à côté. Bon, bon, je crois que c'est la fin, hein. Donc, merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin. Ouais, merci beaucoup à tous On et se- merci pour vos avis, pour les points remontés. Et bon, je vous souhaite un bon week-end et on se dit à la prochaine. Juste, Oui, allez. tu peux couper, s'il te plaît. Tu parles de l'enregistrement ou... Oui, l'enregistrement. Oui, tu as raison.